Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. Voici sans plus tarder le sommaire. On parle déshydratation mais également pollution. L'école en ordre de bataille contre la pollution plastique. Il y a urgence car 9 milliards, oui. 9 milliards de bouteilles d'eau en plastique sont consommées chaque année en France. Rien que ça, on fait le point dans un instant avec Mathilde Wessels. Boire sans polluer, une équation pour le moins délicate quand on sait que 8 élèves sur 10 sont déshydratés à l'école. Quel est l'impact sur la concentration et la scolarité des jeunes? La réponse, là aussi, dans un instant. Enfin, quelle réponse de manière globale face à la pollution plastique? Les mesures mises en œuvre, mises en place vont-elles assez loin? Petit état des lieux à la fin de cette émission. On est avec Florence Bétinger. Bonjour. Bonjour. Présidente de Gobilab. Gobilab, c'est quoi? Gobilab, c'est une PME française créée en 2010 et qui accompagne les organisations pour leur transition vers le réutilisable, notamment en fabriquant des gourdes individuelles qui sont distribuées à chaque collaborateur, collaboratrice, mais aussi dans les écoles. Ne font pas de bruit quand on les ouvre, hein, je vous vois venir parce qu'on en a parlé avant l'émission. Oui, qui sont silencieuses. On ne citera pas de marque, surtout pas. Et qui sont surtout les premières à avoir été faites en France, et on est encore quasiment les seuls en fait à fabriquer ces objets du quotidien en France. Qui sont design en plus, magnifique, on en parle dans un instant. Diane Roubert, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ah, vous avez retrouvé votre voix à quel timing? Bah oui. Tout à l'heure vous l'aviez plus, là vous l'avez retrouvée, c'est magnifique. Magnifique. Fondatrice de Tweed. Tweed, c'est l'acronyme de The Way You Drink. On est aussi une entreprise française qui fabrique des fontaines à gourdes. Et donc en fait, on a créé un objet qui avait vocation à permettre de remplir dans les établissements recevant du public, donc les écoles, mais aussi les stades, les centres commerciaux, les gares, etc. Vocation à remplir sa gourde. En gros, on est le concurrent du robinet des toilettes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a une gourde dans un lieu public, très souvent, c'est compliqué de la remplir parce que soit le robinet il est trop bas, soit l'hygiène elle n'est pas toujours au rendez-vous, l'eau elle peut être tiède, etc. Et c'est vrai que c'est un gros frein à l'utilisation des gourdes au quotidien. Donc nous, on a créé des fontaines qui sont spécialement conçues pour remplir ces gourdes dans les lieux publics. Des fontaines stylées, j'ai envie de dire. Stylées en plus. Dans un instant, le point. Juste après la loupe avec Mathilde. Vous aussi, vous êtes stylée, Mathilde Wessels. Ah, c'est gentil. Vous savez comment me prendre. Hein. Oui, Mathilde. Je suis malade, c'est pour ça. Je ne sais pas ce que je dis. Alors, commençons plus tarder, Mathilde Wessels. Parlez-nous de la loi appelée AGEC, oui, AGEC, votée pour lutter contre la pollution plastique. Il s'agit de la loi anti-gaspillage, pour une économie circulaire qui vise tout simplement à sortir du plastique à usage unique d'ici 2040. On a encore un peu de temps, mais tout de même, ça commence à avancer. Les établissements scolaires doivent donc respecter ces dispositions. Ils sont tenus, depuis d'ailleurs janvier 2022, à être équipés d'au moins une fontaine d'eau potable accessible au public. Cette loi interdit d'ailleurs la distribution gratuite de bouteilles jetables et de gobelets en plastique ou encore les couverts jetables. Mais alors, que peuvent faire les écoles pour lutter contre la pollution plastique? Déjà, on commence par l'éducation, vous le savez, la base. Les écoles peuvent montrer aux enfants un film ou un documentaire traitant justement de ce sujet. Ce qui parle beaucoup aux enfants, ce sont notamment les océans, les mers. Leur montrer, pourquoi pas, un film montrant les dégâts sur les océans ou de la vie marine, de la pollution plastique. Ça peut justement être réellement impactant. Ensuite, il y a des actions plus concrètes qui visent à nettoyer les écoles, organiser des manifestations de nettoyage, notamment donc dans les écoles ou dans des parcs avec des élèves. Ça aussi, ça peut être un bon moyen de leur faire prendre conscience de l'importance du bon tri des déchets, par exemple. Et puis, il y a les cantines qui jouent un rôle majeur dans ce combat. Et ce qu'il faut en priorité, c'est de réduire au maximum la quantité de plastique dans les écoles. Et pour encourager justement ces actions du quotidien, le département du Rhône a organisé un concours justement avec Tweed qui avait pour nom Soif d'agir. Oui, entre mars et juin 2022, le département du Rhône a laissé les élèves de 4e de 51 collèges choisir le design de leur fontaine à eau qui sera mise à leur disposition dans leurs établissements. Les collégiens ont pu laisser libre cours à leur imagination pour rendre un peu plus glamour, vous le voyez sur ces images, ces fontaines à eau, une manière aussi de les impliquer et de les éduquer par la même occasion. Les élèves ont donc vu leur fontaine personnalisée dans les couloirs de leur collège et ça, c'est dès la rentrée de septembre. Et chaque élève entrant en 6e a donc eu le droit à une gourde Gobi éco-conçue et fabriquée en France. Et oui, car le département du Rhône soutient le déploiement de contenants réutilisables pour lutter contre la pollution plastique. 7200 nouveaux collégiens ont donc reçu une gourde Gobi Street de 50 centilitres pour s'hydrater tout au long de la journée. C'est important, il faut le redire. Il s'agit d'un modèle ultra léger fabriqué en Bourgogne. Il n'alourdit pas les sacs des élèves et ils peuvent même y inscrire leur nom dessus. C'est le moment de nous faire peur. Pour terminer, quelques chiffres concernant la pollution plastique en France. Oui, c'est bien de le rappeler. Nous
produisons en France chaque année 66 kg de déchets plastiques par personne. Aujourd'hui, 55% des emballages mis sur le marché en France sont en plastique. Et pour sortir un peu de la France, 10 millions de tonnes de déchets sont rejetés dans la mer chaque année. Un continent, il faut le savoir, de déchets plastiques, grand comme 3 fois la France, flotte en ce moment même sur la surface de l'eau entre le Japon et les États-Unis. Merci Mathilde. C'est parti pour l'expression orale. L'expression orale, je vous le disais, avec Florence Bétinger, qui est présidente de Gobilab, et avec Diane Roubert, qui est fondatrice de Tweed. La pollution plastique et la sous-hydratation en cours, ce sont les jeunes qui en parlent le mieux. Regardez ce clip. Je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé quand j'étais au collège. Un jour, je me suis endormie en plein milieu du cours de maths. Je vous laisse imaginer la réaction du prof. J'ai d'abord cru que c'était parce que je m'étais couchée trop tard, mais là, ma pote Emma me sort. Si ça se trouve, t'es juste déshydratée. Donc moi, à la récré, je me précipite aux toilettes pour boire. Mais au moment de coller ma bouche au robinet, je repense à ce que disait Monsieur Laurent, notre proviseur. Coller sa bouche au robinet des toilettes, c'est comme lécher la barre du métro. C'est bourré de microbes. Du coup, en sortant de l'école, je cours acheter une bouteille d'eau. Mais ma sœur m'en empêche et me sort son laïus sur l'écologie. Les bouteilles en plastique, c'est fait à partir de pétrole, ça parcourt des milliers de kilomètres, en émettant du CO2, ça pollue, on les retrouve sur les plages. Bref, ça me freine direct. Car moi, toutes ces histoires de réchauffement climatique, ça m'angoisse. En rentrant chez moi, je décide qu'à partir de maintenant, j'irai à l'école avec une gourde. Mais lendemain, déception. Impossible de remplir ma gourde car les robinets sont trop bas. C'est alors que naît une idée. Quand je serai grande, j'inventerai la fontaine à gourde. Voilà, vidéo réalisée par Tweed. Diane Roubert, la vidéo, l'humour, c'est le cocktail gagnant pour faire passer ce type de message? Alors, cocktail gagnant, en tout cas pour parler aux jeunes, c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure, on essaie de ne pas culpabiliser, il faut les informer. On est beaucoup dans la pédagogie et on part du principe qu'en effet, c'est en les faisant adhérer au discours et leur faisant prendre conscience qu'on réussira à faire bouger les choses. Donc, les tortues avec les pailles dans le nez, il faut en montrer, mais il n'y a pas que ça, il faut aussi montrer des choses qui sont positives. Et donc, on trouve que voilà, l'humour, c'est une façon de les faire adhérer au discours. Florence Bétinger, justement, on est toujours sur une ligne de crête, il ne faut pas les faire culpabiliser, il faut en même temps les sensibiliser, les embarquer. C'est compliqué? Moi, ça fait 12 ans que je suis sur cette thématique de comment on arrête de jeter une bouteille et du plastique à chaque fois qu'on s'hydrate et qu'on n'est pas chez soi. Donc, j'ai commencé en m'attaquant d'abord au bureau. Il y a 10 ans, quand j'ai appelé les entreprises, elles s'étaient même jamais posé la question. Aujourd'hui, il faut quand même souligner tout ce qui avance, parce qu'il y a plein de choses qui avancent. C'est ce que j'essaye de dire aux jeunes aussi. Moi, c'est pas fichu. Les entreprises, ça devient un des équipements essentiels pour l'arrivée des nouveaux collaborateurs, au même titre que l'ordinateur, de distribuer une gourde. Donc, il y a des choses qui bougent. Et effectivement, je pense qu'avec des propositions sympas, attirantes, séduisantes, c'est un bon moyen d'y arriver. Diane Roubert, les meilleurs supports pédagogiques justement pour impacter, pour sensibiliser, ça reste la vidéo? Moi, je pense que oui. Ouais. Pareil? Oui, nous, on travaille aussi beaucoup ce support-là. Ouais. Parce que je me dis que ça reste de l'instantané, que ça jette une pierre et effectivement le message passe sur le moment, mais comment maintenir le message sur la durée? C'est juste une manière d'entrer et après on accompagne? Nous, en fait, notre message, ce qu'on a fait via nos fontaines, on a un peu sorti la fontaine du petit coin sombre. Souvent, les fontaines aujourd'hui, elles sont grises. Alors, je ne sais pas pourquoi elles sont toutes grises. C'est vrai qu'elles sont par grises terre ou vertes, et quoi. dans un coin. Et donc, en fait, la fontaine, déjà, on a l'impression qu'elle a été pensée pour s'oublier, pour être oubliée, pour surtout être super discret, c'est qu'on ne la voit pas. Donc, nous, on a pris le contre-pied. Et donc, je pense que c'est comme ça aussi qu'on rabâche un peu notre message au quotidien. On a pris le contre-pied, on a dit, nous, nos fontaines, on va les mettre à la hauteur des yeux. Donc, elles sont en accroche murale, hauteur des yeux. On va les faire plutôt flashy, dans des couleurs. Évidemment, le bleu fait penser à l'eau, mais vous l'avez montré tout à l'heure, les enfants qui ont personnalisé les fontaines, on a des fonds marins, on a des jungles, etc. Donc, c'est un peu toutes les couleurs. Donc, pour nous, en fait, il y a aussi le fait de les mettre. En fait, la fontaine, elle devient un objet hyper visible dans le hall de l'école et non pas au fin fond d'un couloir ou dans les toilettes, etc. Et en fait, on la voit tout de suite en arrivant. Et donc ça, en fait, c'est une façon de rabâcher le message parce que tous les jours, vous rentrez dans l'établissement scolaire, la première chose que vous voyez devant votre nez, clac, c'est la fontaine. Donc 80% des enfants, vous l'avez rappelé dans votre film, 80% des enfants, 8 élèves sur 10 sont déshydratés à l'école. Ils ne sont donc pas dans des conditions optimales pour apprendre. La déshydratation pour un élève de ces âges-là, ça a quel impact ? Ça a un impact déjà sur un sentiment de fatigue. On est constitué, nos corps sont constitués à 70% d'eau. Donc en fait, quand on manque d'eau, tout de suite, il y a un impact immédiat. Et en fait, on se met un peu en mode sommeil. Donc en fait, il manque de tonicité, maux de tête, manque de concentration,
difficulté à mobiliser sa mémoire. Donc, on en discutait l'autre jour avec un CPE dans les couloirs d'un collège qu'on a équipé, qui nous disait, mais très souvent, en fait, les enfants viennent me voir pour avoir une aspirine parce qu'ils ont mal à la tête. Et le CPE leur dit, mais non, moi je vais d'abord vous donner un verre d'eau, puis si dans 1 heure ça va pas mieux, vous revenez. Puis souvent ils reviennent pas en fait. Florence, comment ça se fait qu'on ne soit pas au courant effectivement de ce type de chiffres ? 8 élèves sur 10 qui est déshydraté en cours. Moi, je l'ai appris tout bêtement en faisant cette émission. J'ai quand même le sentiment qu'il y a un bon nombre de personnes, à commencer par les élèves, qui ne le connaissent pas, parce qu'effectivement, ils demandent une aspirine avant même de se dire j'ai peut-être mal à la tête, c'est peut-être que j'ai pas bu de la journée. Bon, on a mis longtemps à découvrir aussi qu'on avait un problème de déchets plastiques parce qu'on pensait qu'on recyclait. Et je pense que là, on commence à se rendre compte aussi qu'il y a des choses toutes simples qu'on ne connaît pas. Sur les collèges, et sur le scolaire en général, tous les gens qui ont des enfants le savent, c'est hyper désagréable d'aller s'hydrater dans les toilettes. C'est dégoûtant, ça fait pas envie. Donc rien n'est fait pour faciliter. Demandez à Mathilde, elle n'a jamais bu de sa vie. Elle n'a pas bu avant l'âge de 18 ans. Non, mais les toilettes, c'est vrai que c'est compliqué. Et puis c'est plein de bactéries. On peut attraper des maladies en plus. En fait, on ne peut pas demander aux gens de renoncer à la bouteille d'eau minérale et de passer directement dans les toilettes pour remplir une gourde moche. Enfin voilà, il faut aussi proposer des solutions où on sort l'eau des toilettes. C'est exactement ce que propose Diane avec Tweed et que je trouve remarquable, c'est de faire un point d'eau en fait qui est très visible de loin. On sait parfaitement où il est dans un endroit agréable et en plus d'équiper les gens avec un contenant qui permet facilement d'être rempli, qui alourdit pas les cartables, etc. Et il faut aussi que ce soit encouragé par le personnel de l'établissement. Il y a en France aussi parfois des réactions, nous qui en tant que mères ou professionnels nous indignent, qui sont non, nous on n'autorise pas les enfants à venir à l'école avec une gourde parce qu'on a peur qu'ils la renversent. Je veux dire, effectivement, pour un cas d'un enfant peut-être dans le mois à qui ça va arriver, et puis ça ne sera pas forcément une catastrophe, ça veut dire que tous les autres élèves pendant ce temps sont en état chronique de mauvaise hydratation. Et c'est le cas d'ailleurs dans le monde professionnel. On a à peu près les mêmes chiffres. Les gens boivent à peu près 20 centilitres. Et là, c'est encore plus cata parce qu'en plus, ils ont des gobelets pour boire et souvent des fontaines, des bouteilles jetables distribuées gratuitement qui sont bues au tiers et qui sont abandonnées. Pourquoi vous me regardez comme ça ? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi je me sens, tu vois, non, un peu concerné. Je vais vous équiper dès tout à l'heure. Oui, avec celles qui font pas de bruit, les vôtres, c'est magnifique. Le chiffre concernant les bactéries, là aussi, il est assez édifiant et je crois que là aussi, il n'est pas vraiment connu. Non. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, le lavabo des toilettes n'est pas forcément nettoyé quotidiennement. On peut le rappeler, c'est combien ? C'est 128 000 bactéries au centimètre carré pour les robinets des toilettes. Ouais, c'est pas idéal. Non. C'est pas idéal et c'est vrai que ça fait partie des... Alors, j'ose pas tourner la phrase comme ça, mais presque des rares avantages de la période Covid. Bon, il n'y a pas beaucoup d'avantages à la période Covid, mais en fait, il y a une espèce de prise de conscience qu'en fait, il y a des pratiques qu'il allait falloir un petit peu moderniser. Et donc, cette prise de conscience, elle est liée évidemment au côté prolifération des virus, etc., des bactéries. Et donc, Florence parlait tout à l'heure de l'interdiction dans certains établissements scolaires de venir avec une gourde. Il y a quand même beaucoup d'établissements, heureusement, qui, depuis le Covid, ont sauté le pas. Et qui ont non seulement autorisé le fait d'avoir une gourde à l'école. Pardon, pourquoi depuis le Covid ? Parce que en fait, avant, dans la plupart des établissements, c'était interdit. Vous ne pouviez pas venir avec une gourde parce qu'en fait, la gourde, on va la renverser, ceci, cela. Donc en fait, par simplicité, les profs, ils avaient dit, en fait, pas de gourde à l'école, comme ça, on ne peut pas d'avoir des batailles d'eau, je sais pas quoi. Et donc en fait... Non mais c'est une blague. Mais non, c'est pas une blague, c'est vrai. Et du coup, avec le Covid, comme on voulait plus que les enfants aillent justement boire au robinet des toilettes, parce que tout d'un coup, au secours, les microbes, donc en fait, ils se sont dit, maintenant, il faut venir avec une gourde. Il y a même des établissements où c'était obligatoire. Donc en fait, tu dois venir avec ta gourde tous les matins. Et donc en fait, on a fait un énorme pas en avance. C'est pour ça que je te parle des rares points positifs du Covid. On a fait un pas en avance sur en fait le fait d'apporter une gourde à l'école. Donc maintenant, la gourde dans quand même pas mal d'établissements est la bienvenue. Parfois, elle est obligatoire. Et en plus, du coup, les enfants évidemment vont être incités à plus s'hydrater. Florence, en ce sens-là, le Covid a changé la donne ? La pandémie, effectivement, a changé la donne ? Alors là-dessus, sur la peur un peu de l'endroit où on boit à plusieurs en collectif, oui. Il y a eu quand même un stress au début du Covid puisque il y a certains établissements aussi qui avaient fermé l'accès aux fontaines à eau par peur que tout le monde mette le doigt sur la fontaine et qui du coup pensaient que c'était plus safe de retourner à la bouteille jetable individuelle. Mais c'est presque... culturellement, on a l'impression que c'est plus hygiénique l'usage unique. Et alors que finalement, il y a quelqu'un qui a dû amener les packs d'eau, qui va peut-être les distribuer. On ne sait pas cette bouteille sur la table qui l'a touchée avant nous, etc. Donc
c'est parfois des choses qui sont un peu absurdes. On a dû remonter au créneau. Vous parliez de la loi AGEC tout à l'heure. Oui. La loi AGEC est rentrée en vigueur en janvier 2020. Le Covid est arrivé en mars 2020. Et là, on a commencé à avoir une circulaire disant il faut arrêter, couper l'accès aux fontaines à eau, etc. Et c'est vrai que nous, on est remonté au créneau avec des associations de protection de l'environnement comme Surfrider Zero Waste pour dire attention, parce qu'on est en train, à peine 3 mois après l'entrée en vigueur de cette loi, on est en train de revenir en arrière sur le jetable. Donc, il faut toujours arriver à trouver un bon équilibre. Nous, on fait des gourdes qui sont vraiment personnalisées. En fait, on avait en éco-conception, ça veut dire quoi? Alors, ça, c'est 2 choses différentes, mais quand j'ai lancé ce produit, en fait, il y a 12 ans, et en m'adressant beaucoup aux organisations, donc aux endroits où on est en collectif, et c'est la même chose pour les écoles, il y a des gens plutôt intelligents qui m'ont dit si on donne la même gourde à tout le monde et que ça commence à se mélanger, les gens n'y toucheront plus. Parce qu'on n'a pas envie de mettre sa bouche là où quelqu'un d'autre l'a mis, ce qui est très vrai. Et du coup, on a développé sur tous nos modèles un système de personnalisation individuelle où on peut mettre son prénom. Donc ça, c'est vrai que ça rejoint les questions un peu de sécurité sanitaire, d'hygiène et d'environnement. La personnalisation, c'est l'une des clés justement pour sensibiliser, encore une fois, pour embarquer les élèves. C'est le cas pour la gourde, c'est le cas aussi pour les... Alors nous... les fontaines. Ouais, alors c'est un petit peu différent, la raison pour laquelle nous, on a souhaité les rendre personnalisables. L'ambition du côté fontaine à eau, quand on a lancé ce concours, c'était plutôt d'embarquer et de faire réfléchir, en fait. C'est-à-dire que on a créé ce concours donc, avec le département du Rhône, Soif d'agir, et c'était vraiment dire... comment boire plus et mieux à l'école. Donc plus, ça veut dire s'hydrater davantage, et boire mieux, c'est en sortant des gobelets jetables ou des bouteilles en plastique. Et donc on a dit aux enfants, voilà, projetez-vous, essayez de vous immerger un peu dans ces problématiques-là. C'est souvent les écoles déléguées qui ont pris le sujet en main dans les établissements. Et donc vraiment, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, les fontaines qu'on a fait personnaliser par les enfants, on a pas mal de photos, de dessins de nature, d'océans, etc. Parce que pour eux, en fait, tout de suite, ça a fait écho à ça. On leur dit boire plus et mieux. En fait, c'est protéger les océans, c'est protéger la nature, etc. Donc, ça a été vraiment un moyen de les impliquer, de les faire réfléchir, de se projeter et de se demander, voilà, c'est quoi, en fait, de boire tous les jours dans une bouteille en plastique et de l'acheter. Dans quelle mesure, justement, ce concours, il a réussi à vous surprendre? Parce que qui dit concours dit jury et lauréat aussi. Ouais, c'est ça. Quel retour d'expérience? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Est-ce que vous avez l'impression que ça a suscité peut-être, pourquoi pas, des vocations aussi? Alors, exactement. Il y a 2 choses. À la fois, on a été surpris, heureusement surpris, par certains établissements qui ont dépassé complètement ce qu'on leur demandait. Ils ont créé des jeux, ils ont créé des espèces d'interactions en interne. Il y avait des salles avec des panneaux muraux, etc., sur les enfants qui s'exprimaient autour de la problématique. Donc en fait, on sent qu'il y a des profs des établissements qui avaient déjà le label E3D, écolabel, ou pas forcément? Après, ça peut être, vous savez, ça peut être un professeur qui trouve ça génial et qui va dire, mais moi, je vais le porter au niveau de mon établissement. Super. Parce qu'en fait, ils cherchent des sujets, en fait. C'est ça. Ils cherchent des sujets pour faire réfléchir les enfants sur ces problématiques. C'est fédérateur et puis c'est concret. Et à la fin, en fait, les enfants, ils repartent avec la fontaine personnalisée par un de leurs camarades. Donc, il y a quelque chose d'hyper, à la fois fédérateur et puis ultra motivant, quoi. Florence? Ouais, je pense que quand on parle d'action avec passage, de sensibilisation avec aussi passage à l'acte, c'est hyper important pour les enfants. En tant que parent, c'est évident aujourd'hui qu'il y a quand même une grosse forme d'éco-anxiété qui monte. Et je pense qu'à l'école, les enfants parlent déjà beaucoup des sujets, et en fait des problématiques environnementales et des inquiétudes environnementales. Moi, quand ma fille me dit on va manquer d'eau en 2050 et qu'elle se pose la question de comment ça va impacter dans sa vie, donc qu'on puisse les sensibiliser et tout de suite leur proposer de passer à l'action en disant regarde, rien que cette année, en mettant des fontaines dans l'école et puis en équipant tous les élèves avec une gourde, on va éviter X kilos, X tonnes de plastique. Et puis en plus, on sait que les élèves, ils ont un fort pouvoir de prescription dans leur famille, donc ça va peut-être faire bouger les habitudes dans la famille. Et du coup, je pense que, ça on en parle beaucoup avec les associations en ce moment sur l'éco-anxiété des jeunes, la seule façon de se sentir mieux, c'est de se sentir en mouvement, en fait. Donc c'est ce que je trouve très chouette dans l'évangélisation des parents, c'est le sentiment que ça marche en ce moment, effectivement, le fait que les jeunes rabâchent effectivement cette parole à leurs parents. C'est les meilleurs lobbyistes de la planète. C'est ceux qui marchent le mieux, c'est sûr. C'est le cheval de Troie. Bien plus efficace que nous à la télé. Mathilde. Pour revenir au chef d'établissement qui était un peu récalcitrant, vous le disiez, pour parfois installer dans leurs établissements une fontaine à eau, est-ce que c'est pas aussi une question de coût ?
Ça peut être quelque chose qui les fasse reculer? Alors, c'est vrai que les budgets de l'éducation ne sont pas extensibles. Mais j'ai envie de dire, moi, je pense que c'est ce qui... Nous, dans ce à quoi on a été confrontés, il y a à la fois le côté... un peu, ça va être compliqué, ça va être fastidieux, etc. Donc, nous, on essaie de les accompagner là-dessus en disant, mais en fait, non, ça va pas être très compliqué, on va vraiment vous aider, on va vous prendre par la main, etc. On va pas vous lâcher là-dessus. Et puis, il y a aussi... et si les enfants se mettent à faire des batailles d'eau, et s'ils font des bêtises, et alors ça... Pour vous, c'est vraiment le problème pour eux qui est... En tout cas, nous, on a des établissements qui n'ont pas souhaité concourir, par exemple, quand on a monté le concours d'agir, parce qu'ils disaient, oui, non, mais alors ça va être des flaques d'eau dans tous les sens. Et en fait, le retour, c'est que non, il n'y a pas de flaques d'eau dans tous les sens. Et que les enfants, en fait, ils sont hyper contents d'avoir une belle fontaine dans leur établissement, qui comprennent très rapidement que s'ils font n'importe quoi, elle va être mise hors service et qu'ils vont retourner aux toilettes pour remplir leur contenant. Et en fait, ils préfèrent avoir une fontaine pour les cités très stylée et en prendre soin et du coup ne pas faire trop de bêtises parce qu'en fait ils sont plutôt hyper flattés et contents d'avoir des objets en fait design dans leur établissement. C'est pas tous les jours en fait qui sont un peu en avance sur ce qui se fait justement dans un secteur. Donc nous on trouve qu'il y a plutôt un ont de l'objet et ils ont surtout pas envie qu'on leur mette. Fontaine plus gourde, est-ce que le dispositif il est facilement reproductible, si je puis dire? Oui, du coup je rebondis aussi sur votre question. Je trouve que autant Diane que nous, Tweed et Gobi, on partage aussi ces valeurs-là de fabrication française et d'éco-conception, dans le sens où vous me posiez tout à l'heure la question, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire essayer de fabriquer au plus juste pour répondre à un besoin, mais avec la recherche de la plus grande sobriété possible en termes de choix de matériaux, besoin d'énergie pour fabriquer, etc. Donc répondre au plus juste, au plus simple à un besoin. Et bien qu'étant en éco-conception en Made in France, on arrive toutes les deux à faire des objets qui sont accessibles financièrement. Parce que, je trouve que c'est hyper dommage de faire des objets, des produits, des offres hyper vertueuses et de ne les rendre accessibles qu'à quelques happy few qui aient les moyens de se les offrir. Là, nous, notre objectif, c'est quand même de transformer à très grande échelle les pratiques dans les entreprises, dans les pratiques sportives, dans les écoles. Effectivement, c'est deux... arrêtez de me regarder comme ça, j'en peux plus. Je n'en peux plus. La fontaine et la gourde, quand c'est bien amené, et on a toutes les deux à cœur aussi d'accompagner ça avec de la communication inclusive, attrayante, sympa et éducative. Moi, à chaque fois que je déploie les Gobi, j'explique ce qu'une personne classique génère par an en kilos de déchets, ce que ça veut dire en termes d'émissions de CO2, en termes d'utilisation d'eau pour fabriquer les bouteilles, etc. Et à quel moment, en utilisant sa gourde Gobi, on passe en bénéfice net pour la planète. Et on a tous besoin d'éléments un peu tangibles comme ça et d'être fiers, je trouve aussi, de raconter l'histoire des produits, de comment on les a fabriqués. Et tu as raison quand tu dis après, les enfants, ils ont envie d'en prendre soin parce qu'ils voient bien que c'est bien, que c'est joli et qu'en plus ça a été bien fait. Et plus on est fiers de ces produits, et plus on s'en occupe bien, et plus ça prend dans le temps, quoi. Mathilde Vesselski, une question pour vous, juste après son info en plus. Info en plus. Et pour cette info en plus, Mathilde, vous allez nous parler pas d'une, mais bien de deux écoles dans le monde qui luttent activement contre la pollution plastique. On commence avec l'Inde. Oui, parce qu'on parle beaucoup de la France. Effectivement, il y a beaucoup de choses à faire ici dans notre pays, mais dans le monde et notamment en Inde, je ne vous raconte pas le travail qu'il y a. Alors, dans le nord-est de l'Inde, en tout cas, une école propose aux élèves de venir avec une vingtaine de déchets par semaine pour tout simplement payer leurs frais de scolarité. Je trouve que c'est une super opportunité, en tout cas pour les familles. L'école aussi, elle veut lutter contre le travail forcé des enfants, un phénomène, on le sait, qui est très présent en Inde. Et pour ça, l'école a développé le tutorat rémunéré entre anciens et nouveaux élèves afin de favoriser la transmission de l'information et de former les élèves. Voilà, c'est une petite parenthèse quand même importante. Il y a l'Inde et la Côte d'Ivoire ? Oui, la Côte d'Ivoire, effectivement. Je vous suis aujourd'hui. Hein. Comment ? Je vous suis aujourd'hui, vous voyez ? Vous arrivez à me suivre, je vois ça. Attendez. Où une usine de recyclage du plastique fabrique des briques avec le plastique ramassé dans les alentours d'Abidjan, une initiative qui permet de pallier au manque d'infrastructures scolaires, notamment de primaire, de créer un environnement sain et de fournir également un emploi stable. Donc tout le monde est gagnant et leur stratégie et leur mot d'ordre un petit peu, c'est moins de déchets plastiques dans l'environnement et plus de classes pour les enfants en Côte d'Ivoire. Diane, est-ce que la place de l'innovation est essentielle justement dans la lutte contre la pollution plastique ? Alors moi, c'est ma conviction. L'innovation et le design, c'est-à-dire que
moi je viens des sciences comportementales et vraiment l'esprit, enfin donc du nudge, je sais pas si c'est un terme qui parle, mais c'est vraiment en quoi le design peut justement influencer les comportements positivement. Et nous, c'est vraiment au cœur de notre projet de fontaine, c'est-à-dire que des fontaines, ça existait déjà, on n'a pas inventé la fontaine à eau, mais on l'a justement, on l'a rendue plus innovante, plus design, parce qu'en fait, aujourd'hui, l'idée, c'est non pas de faire en sorte que les gens en effet, et à farfouiller partout pour trouver une fontaine éventuellement qu'ils vont trouver plus ou moins agréable, c'est que tout de suite ils se disent ah bah voilà, en fait la fontaine elle est là, comme je vous disais tout à l'heure, on la voit, elle a un détecteur automatique de mouvement, je suis rassurée sur l'hygiène, j'ai pas à toucher, etc. Le bac de remplissage est pas, on n'est pas sur ce qu'on appelle un robinet en colle de cygne, vous voyez voilà, où on peut coller la bouche ni un truc donc en fait tout de suite en fait inconsciemment on se rend compte que c'est propre, c'est design, elle inspire confiance. Donc ça, c'est vraiment une première chose importante. Et puis, en fait, elle interpelle. On parle d'innovation, c'est vraiment aussi sortir de ce qu'on connaît et puis, en fait, de dire, bah, tiens, c'est quoi cet objet ? Et à un moment aussi, de susciter, en fait, peut-être aussi un nouvel usage. Donc, pour des gens qui n'avaient pas forcément l'habitude d'avoir leur gourde avec eux, de dire, bah, en fait, maintenant, je vais pouvoir la remplir un peu dans de bonnes conditions partout. Je vois ces fontaines, etc., qui émergent. Donc, c'est interpeller les gens, les rassurer, et puis aussi faire en sorte que les clients qui sont les établissements de recevement public aient envie de l'installer. Vous parliez tout à l'heure de personnalisation, c'est aussi la possibilité pour les établissements qui le souhaitent de mettre leur logo, de valoriser leur message éco-responsable, etc. Mathilde. Non, parce que le Made in France, c'est ultra important et bravo à vous deux. Mais il y a aussi pléthore aujourd'hui de gourdes Made in China et c'est un vrai problème parce que là, pour le coup, on n'est plus du tout dans l'écologie. On achète des gourdes qui ont été faites en Chine avec des matériaux qui sont mauvais et exportés. Alors, depuis qu'il y a un marché de la gourde, il y a évidemment une énorme concurrence et beaucoup plus de... Parce que les 3/4 des gourdes vendues en France, c'est Made in China quand même. Ouais, je suis bien d'accord avec vous. Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est fait dans des mauvais matériaux. En revanche, en tout cas, il y a l'exportation. Voilà. En revanche, les questions que ça pose, c'est pour un objet qui est en train de devenir symbole de la transition écologique. Cette transition qui doit être écologique et sociale. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut absolument maintenant penser l'innovation et la conception en éco-socio-conception. Comment on peut fabriquer, concevoir des choses dans le respect de l'environnement, la sobriété et en créant de la valeur économique et sociale locale. Là, c'est vrai qu'on est sur un objet qui est un objet symbole et pour lequel on se pose assez peu de questions sur les conditions de fabrication. Et effectivement, moi, pour être de l'autre côté de la barrière, je vois bien qu'on a peut-être 300 marques qui toutes ont à peu près les mêmes modèles et qui viennent effectivement des 2-3 mêmes usines chinoises, qui travaillent un matériau qui n'est pas mauvais, qui est l'inox, au contraire, qui est un super matériau, qui est par contre assez lourd en termes d'impact environnemental de fabrication. Donc c'est une gourde qui devient la norme, parce qu'elle est isotherme, donc il y a 2 parois d'inox, d'acier, ça veut dire qu'en termes d'impact de fabrication, c'est assez lourd en termes de matériaux, d'extraction, de sidérurgie, etc. Donc encore une fois, il faut se poser la question, c'est-à-dire pour ma journée de travail, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un objet qui garde l'eau fraîche pendant 24, 48, 36 heures? C'est ça la promesse. Ou est-ce qu'à partir du moment où j'ai une fontaine au coin du couloir, je peux avoir quelque chose de beaucoup plus simple que je remplis une fois? Mais dans notre monde aujourd'hui, on va devoir se poser la question toujours de pourquoi il faut que je m'achète des produits avec une surenchère de valeur, de performance. Et il faut innover en étant au plus près des besoins utilisateurs. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'on partage aussi. Et moi, c'est tout bête, par exemple, mais nos gourdes, elles ont toujours eu une espèce de petite anse sur le bouchon qui fait que quand je pars en réunion, que j'ai les bras chargés, c'est hyper pratique. Je l'attrape vite fait dans mon sac. C'est des petites choses comme ça, quand on a la manière dont on conçoit le produit, qui fait que ça facilite et que ça rentre dans le quotidien. Promis, ça va devenir un réflexe pour moi aussi. J'ai bien compris le message. Merci à Florence Bétinger, présidente de Gobilab, et à Diane Roubert, qui est fondatrice de Tweed, the way you drink. Yeah, baby. Merci, Pierre-Mathilde. Merci. Oui, aujourd'hui, on est un peu freestyle, j'avoue. Là, Aujourd'hui, on est un petit peu freestyle. Écoutez, c'est comme ça, c'est l'approche des fêtes, je ne sais pas. Excellente journée en notre compagnie. Ciao.